À la une, le conflit s'enlise entre l'ARS et l'UTG Santé. Les deux parties avaient rendez-vous pour aborder la situation du char ce matin, mais l'entame des négociations a échoué. Aucun calendrier de travail n'a été établi. Le directeur de l'Agence régionale de santé dénonce un vice de procédure. Ils profitent de leur dernier jour de vacances scolaires. Une dizaine d'enfants de la Coulée d'Or passent leurs journées entières au centre aéré du quartier. Aide aux devoirs avec des bénévoles, jeux et ateliers en tout genre font partie de leur dernière journée. Reportage à suivre dans quelques instants. Et puis la foire de Paris, la plus grande du continent, s'est ouverte aujourd'hui. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus aux différents stands. La Guyane en fait bien sûr partie avec un objectif, promouvoir la destination. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, l'actualité sociale reste dense. Aujourd'hui, l'UTG Santé dit réfléchir à de nouvelles méthodes d'action et se dit même prête à interpeller le ministère dans le cadre du conflit social à l'hôpital de Cayenne. L'UTG Santé qui annonce avoir lancé une procédure directement avec le gouvernement et puis qui précise l'échec des discussions avec l'Agence régionale de santé ce matin. Les discussions ont tourné court. Le directeur de l'ARS reproche aux grévistes une incohérence dans les documents fournis. Natacha Maltaverne. On arrête de la faire, la comédie. Vous ne pouvez pas nous proposer que les mercredis. D'accord? Déjà, vous nous montez, parce que la plateforme, vous l'avez, ça fait une semaine, et vous vous êtes engagé à établir un planning. Donc vous arrêtez votre comédie. Le directeur de l'ARS rentre sous les huées du personnel soignant. La porte est verrouillée, le dialogue est rompu alors que le calendrier des négociations n'a pu être établi. L'ARS a proposé de rencontrer l'UTG Santé chaque mercredi pour négocier. Ce n'est pas suffisant pour le syndicat. Aujourd'hui, comme c'est du mépris, comme nous obtenons comme réponse, nous allons montrer à l'État français que nous restons déterminés et qu'ils vont s'asseoir pour négocier. Et pas que le mercredi. Pas que le mercredi. S'il a dit que le dialogue est rempli, il assumera ses responsabilités. Les grévistes sont arrivés à 10h30 pour rencontrer le directeur, Jacques Cartiot. Il était accompagné de la directrice du centre hospitalier. Le syndicat attendait que l'ARS lui communique un planning de rencontre. Pour vous, aujourd'hui, il faut une réunion hebdomadaire, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ma proposition. D'accord. Donc, quand? Les dates? Vous nous les soumettez et on sera probablement d'accord. Monsieur Cartiot, ce n'est pas ce qui était convenu. Avant de proposer une réunion hebdomadaire, Jacques Cartiot a fait valoir que le cahier de revendications envoyé à l'ARS et à la direction du char ne sont pas les mêmes. Et justement, on lui a dit lundi, nous, à l'ARS, on lui a remis la plateforme revendicative avec nos propositions. À la direction, on a remis la plateforme revendicative sans les propositions. Lui, il est directeur de l'ARS, il est le responsable de la direction. Après, ils n'ont qu'à se concerter. Ce n'est pas aujourd'hui pour nous donner le planning qu'ils sont en train de se concerter, juste pour avoir un planning pour établir les négociations. C'est vraiment dommageable pour la population guyanaise, pour les grévistes, pour le personnel. C'est un manque de respect, moi, je trouve, pour une institution de l'État français. Le dialogue s'est donc arrêté devant la porte de l'ARS. Le directeur n'a pas souhaité faire de commentaires. L'UTG Santé poursuit la grève. Dans l'autre conflit du moment, plus de 7000 clients du littoral ont déjà été privés d'électricité aujourd'hui. Plusieurs coupures ont eu lieu entre hier et ce matin, causées par les agents grévistes de l'UTG Éclairage. Ils auraient pris le contrôle des sites de pilotage des réseaux et effectué plusieurs baisses de charges selon la direction, un procédé illégal qu'elle dénonce et qui aurait également donc provoqué ces séries de coupures dès 8 h ce matin. Je vous propose un détour par le centre aéré du quartier de la Coulée d'Or à Cayenne où depuis mardi et jusqu'à demain, une dizaine d'écoliers du CP au CM2 profitent encore de leur dernier jour de vacances de Pâques et leurs journées sont bien remplies. Cours de soutien le matin, jeux et ateliers en tout genre l'après-midi. De 7 h à 17 h, il est tout simplement impossible de s'ennuyer. Charlotte Fleury. L'ambiance est studieuse à la maison de quartier de la Coulée d'Or à Cayenne. Depuis le début de la semaine, une dizaine d'enfants du CP au CM2 est inscrit au centre aéré. L'après-midi, ils participent à diverses animations et ateliers, mais le matin, l'heure est au travail. Yaline, ce qu'elle préfère, c'est les mathématiques. Il y a des activités et on joue beaucoup aussi. Il y a des maths. Et t'aimes bien les maths? Oui. Pourquoi t'aimes bien les maths? Les maths, c'est plus facile. Il y a moins de choses à comprendre. Alors que le français, il y a plus de choses à comprendre. Ils me donnent des devoirs de maths. C'est pas mes devoirs de maths que ma maîtresse m'a donné. En fait, je fais complètement les mêmes additions qu'à l'école. Des cours de soutien donnés par des enseignants ou des étudiants bénévoles. C'est le cas de Pierre. Une première expérience pour ce lycéen qui souhaite prochainement passer son BAFA pour devenir animateur. Aider des beaucoup plus jeunes que moi, c'est
je trouve en fait, je peux leur donner le savoir que j'ai acquis pendant toute cette année. Et sachant qu'il y a certains profs qui ne sont pas forcément en Guyane, etc. Et il y a pas mal d'élèves qui en ont besoin. Du coup, moi je peux leur donner ce savoir-là. Je viens le partager. Ce projet de centre aéré, porté par l'association Aethiopia 973, a été mis en place par Manuela. En 3 jours, elle a géré toute l'organisation. Certaines d'entre nous ont repris le travail de façon impromptue. On n'avait pas de date. Et en fait, le conflit s'est arrêté le vendredi. On reprenait le travail le lundi pour certains d'entre nous. Et on n'avait pas forcément de solution de garde. En plus, les enfants avaient quand même encore besoin de travailler puisqu'ils avaient raté pratiquement un mois d'école. L'idée, c'est plutôt pour les enfants du primaire, puisque un enfant qui est au collège, c'est plus compliqué de trouver un professeur, alors qu'au primaire, vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des mamans, des papas qui aident les enfants à travailler à la maison. Donc c'est exactement le même principe. Ici, on a ce matin 2 étudiants qui sont en train de préparer leur BAFA. On a aussi des mamans qui passent et qui nous disent on va vous donner 1 heure de temps par rapport au fait que le tarif est solidaire. L'idée, c'est vraiment échanger des services. Si ce projet expérimental est concluant, Manuela aimerait le développer pour les samedis et les vacances scolaires. En bref, pas d'avancée dans le conflit social du groupement pétrolier d'avitaillement de Rochambeau à l'aéroport Félix-Éboué. Les négociations restent au point mort pour le moment, malgré l'arrivée de représentants de la société en Guyane à la mi-journée. Mais aujourd'hui, le mouvement a été tout de même assoupli. Le service minimum levé mardi a finalement été relancé jusqu'à suspension des réquisitions de la préfecture. Les vols d'Air Guyane ont donc pu reprendre. Le rond-point Carapa à Kourou sera peut-être à nouveau investi par plusieurs milliers de manifestants. L'Union des travailleurs guyanais l'espère et invite la population pour un rassemblement massif jeudi prochain. Une mobilisation délocalisée pour marquer la traditionnelle mobilisation du 1er mai et qui prend un symbole tout particulier 10 jours à peine après la signature des accords de Guyane. Rendez-vous est pris également avec la CDTG. On écoute les précisions de Martine Ivoire au micro de Charlotte Fleury. Pour la CDTG, CFDT, comme chaque année d'ailleurs, le 1er mai est l'occasion de se réunir pour une partie, je dirais, travail et une partie convivialité. Et comme régulièrement aussi à la Maison des Dockers à Desgraines-des-Cannes. Donc la première partie portera sur plusieurs thèmes. Bien sûr, le conflit qui vient de se dérouler. La chronologie, les analyses et les perspectives pour nos sections, nos syndicats et bien sûr la centrale. Et le pont sur l'Arivo, donc un pont de décision politique, pourquoi faire en Guyane. Et puis des échanges, des débats donc avec nos adhérents et sympathisants avant un bon repas. C'est la même organisation qui est reconduite puisque c'est vrai qu'elle permet d'allier l'intérêt syndical, bien sûr, nous sommes tout de même à commémorer la fête du travail. Même si les luttes ont changé de braquet un petit peu, nous avons toujours à nous battre sur différents dossiers pour différentes... toujours l'intérêt des salariés. Donc c'est la première partie, puis une seconde partie où tout le monde un petit peu est content d'échanger. Ça fait aussi l'occasion pour les adhérents des sections et des syndicats de tous horizons de se revoir et d'échanger un petit peu sur les actualités des uns et des autres et les perspectives communes. Certainement les débats sur le mouvement qui vient de se terminer, ou en tout cas dont la saison 1 vient de se terminer, peut amener peut-être des militants un petit peu plus nombreux que d'habitude, enfin plus nombreux encore que d'habitude. Un mot sur votre portefeuille à présent avec le dernier indice des prix à la consommation. Il est resté stable au mois de mars malgré une baisse des prix dans l'alimentation et sur plusieurs services. Moins 1% sur les prix des produits frais, 0,7% pour les produits pétroliers, moins 7% sur les tarifs des billets d'avion. Les produits de santé ont coûté 1% moins cher que les mois précédents, mais les frais d'habillement, eux, ont augmenté de 2,7%. Le tout représente une hausse d'1% sur les prix à la consommation sur une durée de 1 an.
En Martinique à présent, Marine Le Pen, vous le savez, est donc arrivée en tête dans 5 communes. Un score historique pour le parti d'extrême droite dans le département. Une tendance que son représentant local explique par la présence d'une main-d'œuvre agricole venue des îles voisines au détriment des emplois pour les Martiniquais, tandis que d'autres y voient le désintérêt des Martiniquais pour la filière à la source de ces recrutements. Anaïs Gall. Dans le verger d'Émile Rosalie, les surettes se récoltent à l'ancienne. Tu fais comme ça, carrément tu tournes, que ça tourne autour du pied pour que ça ne tombe pas par terre. Dans sa petite exploitation, l'arboriculteur a choisi de travailler avec 2 jeunes Martiniquais. Le défi qu'il s'est fixé, prouver que l'agriculture ne mérite pas d'être délaissée. Les jeunes ont des préjugés sur l'agriculture, mais quand ils sont dans le métier, ils voient bien que ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas parce que les choses sont lourdes, ce n'est pas parce qu'on travaille au soleil. C'est un métier aujourd'hui très technique. Si on veut faire des rendements dans l'agriculture, il faut avoir des connaissances poussées. Donc forcément, une fois qu'ils découvrent ça, ils ont de la fierté. Parce qu'ils font un métier et qui est noble, parce que nous avons une population qui compte sur nous pour se nourrir et aussi une population qui compte sur nous pour avoir une bonne santé. Si Rodrigue apprécie beaucoup son métier, il est tout de même lucide sur les difficultés de la profession. C'est un domaine assez physique, il faut avoir le mental, donc il faut avoir la patience aussi. Donc, et la jeunesse n'est pas trop passionnée dans ce domaine-là. Comme travailler la terre, c'est assez dans notre culture, quoi. Donc c'est assez dommage de perdre ça. Au fil des années, la filière agricole est peu à peu désertée par les nouvelles générations, jugée trop pénible et peu rentable. Alors en manque d'effectifs, certains se tournent vers des travailleurs étrangers. Si un Haïtien, un Saint-Lucien, Dominicain, ou s'il a de la compétence et j'ai besoin de cette compétence, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas payer la personne, à condition qu'effectivement, que mon travail soit fait et que je le rendement qu'il faut. Moi, je ne vais pas regarder ça. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, nous, chez nous, on va dire il faut pas Haïti ou tel ou un tel, alors que nous-mêmes, bien souvent, nos enfants, nos jeunes, nos familles travaillent aussi à l'étranger. La pénurie de main-d'œuvre, un problème qui touche surtout le secteur de la canne à sucre. Justin Serraline peut en témoigner. Lorsqu'arrive la saison de la récolte, il dépose des offres à Pôle emploi qui restent souvent sans réponse. Il y a certaines tâches que les gens ne veulent plus faire à la Martinique. Les travaux d'entretien des cannes, des travaux manuels consistant à utiliser le coutelas, l'extirpation manuelle, des choses comme ça, c'est de plus en plus difficile à trouver, on n'en trouve pas. Une réalité bien présente dont se sert le Front National pour rappeler les chiffres du chômage en Martinique. Pour le président de la coopérative agricole, ce ne sont pas les travailleurs étrangers qui doivent être montrés du doigt, mais plutôt le système social qui n'encourage pas à la reprise d'activité. Je ne pourrais pas dire que le Martiniquais est fainéant. Je vais pouvoir plutôt dire qu'il est intelligent. Écoutez, si vous avez, on vous donne des aides pour ne pas travailler. En travaillant trop, finalement, vous perdez certains avantages. Alors, à qui la faute? Donc maintenant, c'est vrai que celui qui a des difficultés dans son pays est très motivé, a une tenue, un comportement, on va dire, plus conciliant parce qu'il lui faut quand même des revenus, de quoi envoyer à sa famille et tout cela. Donc ce sont des frères de la Caraïbe qu'il faut aussi aider en ce sens. Une population qui a tout de même tendance à se raréfier depuis l'arrivée des engins agricoles. Aujourd'hui en Martinique, près de 90% de la canne est récoltée mécaniquement. En Guadeloupe, alors qu'elle s'apprêtait à connaître la position du juge d'instruction dans l'affaire pour laquelle elle est poursuivie depuis hier, Lucette Michaud-Chevrier a été prise d'un malaise, médicalisée à son domicile. La procédure a été suspendue. Elle devrait être reconvoquée dès que son état de santé le permettra, mais ses avocats pointent d'ores et déjà du doigt le vide du dossier. Reportage Nathalie Dinan, Maïs Dexter. Hier mercredi, la mise en examen de Lucette Michaud-Chevrier a été requise par le parquet de Basse-Terre pour détournement de fonds, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux de documents administratifs. Des motifs d'accusation rejetés par les conseils de la prévenue. Nous avons eu un réquisitoire du procureur dont nous avons soulevé la nullité devant le juge d'instruction. Aucune infraction étayée, pas datée dans le temps.
pas fixé sur les quantums. Quand on parle de détournement de fonds publics ou de prise illégale d'intérêt, le moins c'est qu'on nous dise quel jour ça s'est passé, dans quel cadre, sur quel montant. Rien de tout cela. Une audition éprouvante pour la présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Après avoir été entendue le matin à la direction de la police judiciaire, Lucette Michaud-Chevry a été auditionnée par le juge d'instruction en fin d'après-midi. La grande dame a fait un malaise et a été conduite au CHBT. Mais avant cela, avocate de profession, Lucette Michaud-Chevry avait attiré l'attention de la juge d'instruction sur le manque d'informations sur ce qu'on lui reproche. Elle a rectifié dans ses ordonnances le réquisitoire du procureur de la République. Alors nous lui avons dit, mais non madame, on comprend bien que le réquisitoire, vous comprenez bien qu'il ne tient pas la route, qu'il va dans le mur, on le comprend bien madame. Mais vous ne l'avez pas entendu madame Chevry encore, et le moins qu'on puisse faire quand même avant que vous ne requalifiez, c'est qu'elle puisse s'expliquer sur ce que le procureur lui reproche. Du côté de l'instruction, de l'enquête menée depuis 2 ans, il en ressort une ordonnance de mise en examen et une ordonnance pour un placement sous contrôle judiciaire. Une perquisition a été diligentée au domicile de LMC. Pour rappel, les directeurs de service de la CSBT ont été mis en examen il y a quelques semaines pour les mêmes faits. Ils n'ont rien trouvé qui ait à voir avec le dossier, ils n'ont rien trouvé. Nous avons le sentiment que c'est un procès d'intention qui est fait à Madame Michaud-Chevry. Nous n'avons trouvé aucun élément étayant et circonstancié dans le cadre de l'affaire dont vous parlez qui pouvait être reproché à Madame Michaud-Chevry. C'est vous dire aujourd'hui le vide juridique, le vide judiciaire autour de tout ça. Quelle que soit la décision du juge d'instruction, les avocats de la présidente de la CSBT ont d'ores et déjà prévenu qu'ils attaqueraient la décision du juge devant la chambre d'instruction. Traversons l'Atlantique pour rejoindre la foire de Paris qui ouvrait ses portes aujourd'hui. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus aux différents stands de la plus grande foire d'Europe dans les 10 prochains jours. Comme chaque année, les collectivités ultramarines sont représentées notamment par les comités de tourisme et la Guyane est bien présente, moins de 15 jours après la fin des blocages. L'objectif est simple, redonner une image rassurante de la destination. Reportage. Ce serait dommage de ne pas visiter le centre spatial guyanais, vous savez, donc la visite est gratuite, il y a le musée de l'espace et puis il y a pratiquement un lancement par mois quand tout va bien. Quand tout va bien et tout va bien aller, voilà le discours phare du comité du tourisme de Guyane pour les 10 jours qui viennent à la foire de Paris. Ce qui est important, c'est d'optimiser toute cette communication dont la Guyane a profité, on va dire, même si les contenus étaient complètement connectés à un sujet particulier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de rassurer les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Mais finalement, ceux qui s'arrêtent sur le stand de la Guyane n'ont pas vraiment besoin d'être rassurés. C'est pareil chez nous, c'est pas ça qui nous arrête. En métropole, c'est le même problème. Dans ce restaurant de spécialité guyanaise, le constat est le même. Les potentiels touristes ne sont pas freinés par la mobilisation sociale. Et ils ont eu raison. Ils ont obtenu peut-être ce dont ils avaient besoin. On peut comprendre, parce que quand les gens n'ont pas d'autres moyens de pression pour arriver à une solution, il n'y a pas d'autre chose à faire. La Guyane a tellement fait parler d'elle qu'aujourd'hui, on nous dit la Guyane, je pense que ça nous emmène même du monde, voilà, pour nous soutenir. L'autre conséquence de la crise sociale à la foire de Paris, c'est l'annulation de 2 stands sur les 15 Guyanais, car les exposants n'ont pas pu avoir les ressources nécessaires. Mais pour sa 10e participation, Ruth n'aurait jamais imaginé ne pas vendre ses poupées à Paris. Je suis partie sereine. Le seul problème que je craignais un peu, c'était pour le transitaire. Mais ça s'est bien passé au niveau transitaire. On a reçu nos colis hier en temps et en heure. Jusqu'au 8 mai, entre 500 et 600 000 visiteurs sont attendus. Sur la globalité de la foire, le public génère 250 millions d'euros de retombées économiques, directes ou indirectes. Ainsi s'achève votre journal, je vous le disais. Parmi les titres développés, le conflit s'enlise entre l'ARS et l'UTG Santé. Les deux parties avaient rendez-vous pour aborder la situation du char ce matin, mais l'entame des négociations a échoué. Aucun calendrier de travail n'a été établi. Ils profitent, eux, de leur dernier jour de vacances scolaires. Une dizaine d'enfants de la Coulée d'Or passent leurs journées entières au centre aéré du quartier. Aide aux devoirs avec des bénévoles, jeux et ateliers. Tout est fait pour apprendre en s'amusant après plus d'1 mois de grève générale.
Et puis la foire de Paris, la plus grande du continent, s'est ouverte aujourd'hui. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus aux différents stands. La Guyane tient le sien avec un objectif en vue, promouvoir la destination auprès des Européens. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas votre journal de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous.